L'année 2025 a été une année noire pour le logement. Voici les mots du 31e rapport de la Fondation pour le logement publié début février. Tout d'abord, on constate depuis plusieurs années que se loger coûte plus cher, que ce soit pour accéder à la propriété ou pour louer. En plus, les logements se concentrent entre les mains d'une minorité de propriétaires. 24% des ménages en France détiennent 68% du parc. Comme si, dans une partie de Monopoly à 4, un seul joueur avait acheté les 2 tiers des propriétés sur le plateau. Pour compléter le tableau, le mal logement persiste et même s'accroît. En 2025, la France comptait 4 millions de personnes mal logées. Le logement social semble lui aussi dans l'impasse. 2,8 millions de ménages sont en attente d'une place. Quelles sont les raisons structurelles qui expliquent les crises du logement auxquelles nous assistons aujourd'hui ? Et quelles sont les pistes pour y remédier, notamment à l'échelle locale, à quelques jours des municipales ? Pour en discuter, nous recevons Edgar Obis, chargé d'études à la Fondation pour le logement, et Clément Choulet, secrétaire national des jeunes écologistes. Bienvenue dans Débat à cartes. Quel regard portez-vous sur l'action gouvernementale en matière de logement et de mal logement ces dernières années ? Si on remonte à peu près à 2017, donc l'élection d'Emmanuel Macron, par exemple, et qu'on prend juste l'angle de la construction du logement social, on a eu une chute. On est passé, par exemple, dans le logement social à 124 000 logements financés en 2016-2017 à un peu moins de 100 000 aujourd'hui. Et donc pourquoi ? Parce que notamment, il y a eu l'effet de ce qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité, qui, chaque année, fait perdre aux bailleurs sociaux 1,3 milliard d'euros dans leurs dépenses et dans leur financement pour financer du logement social. Entre rénover du logement social, construire ou tout simplement permettre à des personnes, entretenir leurs logements sociaux, il faut choisir. Et puis, c'est sur le dos, généralement, de la construction. Moi, le regard que je porte sur l'action gouvernementale est assez critique pour plusieurs raisons. C'est justement, comme tu le disais, qu'il n'y a qu'un angle de construction. Or, on voit là où il y a le plus de demandes de logements, c'est des endroits où on ne peut pas forcément construire ou pas beaucoup construire, les grandes villes en particulier. Et en plus de ça, la manière dont ça a été fait, c'est une libéralisation du marché qui, ma foi, montre ses limites aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui expliquent une baisse de la mobilité résidentielle ? Bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cette baisse. La première, c'est qu'il y a un vieillissement de la population. Le fait que le foncier soit également beaucoup plus cher et beaucoup plus rare, c'est une des causes qui fait que les gens ont plus de mal à aller d'un logement à l'autre. On peut également citer le fait qu'il y a un phénomène de métropolisation. Forcément, si tout le monde va au même endroit, il y a moins de logements pour ces personnes. Et je pense que c'est déjà pas mal en termes de raisons sur cette baisse de la mobilité résidentielle. Ok, bon, moi j'ajouterais quand même que l'une des explications de cette baisse de la mobilité résidentielle, qui est moindre aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou qu'il y a encore 30 ans, c'est-à-dire que les gens ont du mal à décohabiter, ont du mal à sortir de chez eux, notamment dans le logement social. Donc pour y revenir, il y a en ce moment en France environ 2,9 millions de demandeurs de logements sociaux pour un peu moins de 400 000 attributions, on va dire. Bon, on voit bien. Pourquoi il y a moins d'attributions aujourd'hui qu'il y a encore 5, 6, 10 ans ? C'est notamment parce que les gens n'arrivent pas à sortir du parc social. Ils n'arrivent pas à sortir parce qu'il y a une augmentation de la pauvreté. En 2023, selon les chiffres de l'INSEE, on était à environ un peu moins de 10 millions de personnes pauvres, 9,8 millions, soit 15,4% de la population française, ce qui est assez énorme. Et puis, il y a une hausse des prix dans l'immobilier, que ce soit à l'achat ou à la location. À l'achat, notamment du fait que les taux d'emprunt étaient très élevés ces derniers temps, sous l'effet Covid. Ça fait que les gens avaient du mal à emprunter, ils ne pouvaient pas emprunter beaucoup. Donc, il y avait une difficulté à sortir, on va dire, du parc social, ce qui fait que toute la chaîne ensuite du logement social est bloquée à différents étages. Et tu penses que donc cette baisse de mobilité, elle est que due à la rigidification du parc social ? Alors non, c'est ce que tu disais également, c'était également lié au phénomène de métropolisation, à la concentration des métiers dans les zones tendues, donc ce qui fait que, voilà. Et puis il y a également lié à la difficulté, on va dire, à décohabiter. Pour les enfants, pour ce qu'on appelle les tanguis, environ 5 millions de personnes qui vivent encore chez leurs parents, qu'elles travaillent ou non, et qu'elles ont du mal à partir, quoi. Voilà. Le propos n'est pas d'opposer les métropoles aux villes moyennes ou petites. L'heure est de s'inquiéter de leur synergie pour que la vitalisation des unes n'entraîne pas la dévitalisation des autres. Donc la question était, pour vous, quelles actions pourraient être menées afin de préserver les petites et moyennes villes des effets négatifs de la métropolisation ? Alors,
ce qu'il faut savoir, c'est que nous, avec notre entrée à la Fondation pour le logement, notre entrée qui est la question de l'habitat et du mal logement, il y a du mal logement notamment dans les zones tendues, dans les métropoles, mais il y en a également dans les zones détendues. Que ce soit dans les mondes ruraux, il y a du mal logement partout. Bon, pour protéger, on va dire, les petites et les moyennes villes, il existe un truc très simple, c'est notamment de faire qu'il y ait un bassin d'emploi qui se développe, et notamment pour qu'ensuite les personnes puissent accéder à un logement proche de leur bassin d'emploi, proche de leur emploi. Et ça, ce serait un moyen utile, on va dire, pour essayer de répondre rapidement à cette difficulté. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Emmanuel Macron disait il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. La question, c'est où est-ce que tu traverses la rue ? Et ça nous interroge, enfin ça interroge les politiques sur comment est-ce qu'on va réindustrialiser la France, comment est-ce qu'on va réimplanter de l'activité là où il y en avait avant et où il n'y en a plus. Moi, je viens d'à côté des Vosges. C'est un endroit où on a vu ce phénomène de métropolisation vider de son activité économique et donc démographique pas mal de communes et où justement, voilà, on a besoin de ces actions. 58% des logements loués appartiennent à des multipropriétaires possédant 5 logements ou plus. Quelles sont les limites de la propriété privée ? Comment appréhendez-vous cette concentration ? Ça, c'est une bonne question. Alors, le problème, c'est que la propriété privée, elle est consacrée dans notre Constitution. Et on a un Conseil constitutionnel qui a l'air d'être très... qui veut la défendre, cette propriété privée. Or, il faut se poser la question de à quel point est-ce qu'on va opposer certains droits, dans le sens où ça me semble et ça me paraît, chez les jeunes écologistes, absurde de dire que quand on a 300 000 personnes qui dorment dans la rue, on puisse avoir des personnes qui vont posséder des immeubles en entier, des propriétés en entier. Donc, on se pose la question de comment est-ce qu'on va arriver à déconcentrer ces logements et cet habitat. Il y a plusieurs manières. Déjà, il faut s'en prendre à ce droit de propriété privée, ne pas le sacraliser comme on le fait actuellement. Mais sur du court terme, ça va être passé par l'héritage. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont multipropriétaires, qui vont bientôt malheureusement décéder. Mais donc, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de redistribuer ces logements à ce moment-là ? Ça peut passer par mieux encadrer le démembrement des propriétés, ça peut passer par également réformer le parc du Trègue ou tout ce qui touche à la fiscalité de l'héritage. Ça permettra de mettre plus de logements également, en particulier dans les zones tendues, sur le marché et donc d'augmenter l'offre et de baisser les prix. Ouais. Alors, c'est à peu près ce que tu dis, simplement. Moi, ce que je pense, c'est que la question de la multipropriété, elle est intéressante parce que qui sont les personnes qui n'ont pas accès à la propriété ? En fait, c'est ça que pose cette question, c'est que quand certains ont tout, les autres ont quoi ? Voilà. Il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est de dire qu'aujourd'hui, les 10% les plus riches possèdent 24% des revenus et 42% de la propriété immobilière. Donc c'est quand même, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup, et des actifs immobiliers et financiers. Bon, la question vraiment, c'est de savoir à quel moment intervient la multipropriété. Donc c'est à partir de 1 logement, 2 logements, c'est à partir de 2 logements, quoi, on va dire. Et la question, c'est donc cette concentration et de dire, c'est vraiment ça, quoi. C'est de réfléchir à les personnes qui n'ont rien, du coup, elles font comment pour se loger ? Il y a 4,2 millions de mal logés, 15 millions de personnes qui sont victimes de la crise du logement. Si on prend en compte toutes les personnes, c'est 1 personne sur 6. Une file d'attente des demandeurs de logements sociaux qui continue d'augmenter et de s'agrandir. Bon, ça pose des questions fondamentales de société, en fait. Et je pense que le but est qu'on arrive de plus en plus. On sait que le parc social, c'est le patrimoine des personnes qui n'en ont pas, pour de vrai. Quand vous n'avez rien, quand vous n'avez pas d'argent, quand vous n'avez pas de patrimoine, le logement social, c'est peut-être la seule chose qui vous reste. Donc il faut, à mon avis, essayer de pousser le plus possible des politiques vers cela. Je pense qu'on parlera après de bail réel solidaire et de ce genre de pratiques, mais pour essayer, alors d'étatiser, je ne sais pas, mais en tout cas de mettre en commun certains actifs, certains moyens de production également. Le logement fait partie de ces choses qu'il faudrait, à mon avis, clairement rendre au public. Comment expliquez-vous la forte diminution de la production de logements sociaux ? Alors, plusieurs effets. Ce que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est que depuis 2017, notamment, on est passé donc de 104 000 logements sociaux financés à aujourd'hui moins de 100 000, notamment sous l'effet de la baisse de la RLS. Donc, pour expliquer un petit peu dans le détail ce que c'est qu'en 2017-2018 a été décidé, dans le projet de loi de finances pour 2018, de baisser les APL.
pour qu'il n'y ait pas une baisse des APL et qu'il n'y ait pas une augmentation du taux d'effort pour les ménages allocataires, l'État a décidé d'imposer une réduction de loyer de solidarité aux bailleurs sociaux, dans le même temps de diminuer les logements à hauteur de la diminution des APL. Et donc cette baisse, elle fait, in fine, pour conséquence la baisse des logements sociaux. Parce que c'est une baisse de revenus importante pour les bailleurs sociaux, comme notamment, c'est à peu près 1,3 milliard chaque année depuis 2018. Après, il y a eu également la hausse de la TVA sur les coûts de construction, on va dire, des logements sociaux. Et puis, il y a eu également ce qu'on appelle les aides à la pierre, donc ce que l'État donne aux bailleurs sociaux pour construire du logement social, qui a été également réduit. Il y a une grosse enveloppe qui a été réduite, voilà, depuis 2017, et même on peut remonter un petit peu avant. Voilà. Ouais, je pense que ça interroge vraiment sur le financement de ces bailleurs sociaux et de comment est-ce qu'on va créer de nouveaux logements. Parce qu'il en faudra quand même, en tout cas du logement social, c'est sûr. Nous, on prône la construction de 200 000 logements par an. Et actuellement, grosso modo, ça coûterait 34 milliards. Où est-ce qu'on les trouve ? Il y a une réforme qui, pour nous, était absolument délétère, qui a été passée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui était donc, quand on met de l'argent sur son livret A, finalement, on donne de l'argent qui va permettre la construction de logements sociaux. Avant, c'était 100% de l'argent, ou quasiment 100% de l'argent, qui allait vers cette construction de logements sociaux. Maintenant, il n'y en a plus que 65. Ça fait un manque à gagner de 154 milliards pour les bailleurs sociaux, enfin 150 milliards pour les bailleurs sociaux. Je pense que, par exemple, c'est une bonne piste d'amélioration pour essayer de résoudre cette crise de la production de logements sociaux. C'est exactement ça. Nous, à la Fondation, on prône environ 150 000 logements sociaux chaque année jusqu'en 2030. Et notamment, ce qu'on appelle, donc il y a 3 catégories de logements sociaux. Il y a les PLAI, il y a les PLUS et les PLS. Les PLAI sont les logements sociaux qui sont pour les classes les plus paupérisées, on va dire. Ensuite, le PLUS qui est destiné plutôt aux classes moyennes, et le PLS qu'on ne considère pas comme du logement social, qui est destiné plutôt aux classes moyennes supérieures. Bon, on considère qu'il faut 150 000 logements sociaux à peu près pour prendre à la fois en compte l'évolution démographique de la population et une résorption à court terme en 10 ans du mal logement. À ces 150 000 logements sociaux, on considère qu'il faut ajouter 250 000 autres logements dans le parc privé, ce qui fait un total de 400 000 logements sociaux, tout court, 150 000 logements sociaux, 250 000 logements pour le parc privé, et pour prendre en compte évolution démographique et résorption du mal logement. Voilà. Ouais. On parle beaucoup de production des logements sociaux, mais il y a aussi ceux qu'il va falloir rénover, parce qu'on a une grosse partie du parc social qui a été construit il y a déjà 40 ans, là où les conditions économiques et écologiques, climatiques n'étaient pas les mêmes. Je pense que là-dessus, il va falloir aussi qu'on propose pas mal de choses et qu'on oblige, on parlait du parc privé également, avec certains mécanismes, les bailleurs privés à rénover thermiquement ces logements avant que ça devienne réellement des passoires thermiques, quand ce n'est pas déjà le cas. Ça arrange bien dans le cadre de cette transformation bureau-logement, parce qu'en fait, on a créé des immeubles de bureaux qui sont des actifs financiers, quoi, en fait, et du coup, qui sont des immenses bureaux optimisés, qui sont difficiles à reconvertir en logement. Extrait numéro 1. Comment faciliter la reconversion de bureaux en logement ? Je pense que quelque chose qui est important là-dedans, c'est de se dire que les bureaux, les locaux commerciaux sont finalement devenus des actifs financiers sur lesquels on va pouvoir spéculer, sur lesquels on va pouvoir finalement acheter pour finalement les revendre à quelques temps plus tard en essayant de se faire une plus-value. Le logement, lui, doit être quelque chose de beaucoup plus rigide. Et cet assouplissement de normes qu'il y a pu y avoir ces dernières années, il faut vraiment le prendre avec beaucoup de pincettes, dans le sens où, contrairement à ce que beaucoup essaient de nous faire penser, la société ne va pas mieux quand tout est plus liquide, tout est plus fluide, que ce soit en termes d'emploi ou de logement. On sait que c'est deux choses que les personnes ont besoin d'avoir comme des cadres de vie fixes pour justement s'épanouir dans leurs activités. Et donc je pense que oui, c'est sur ça, de manière assez globale, qu'il va falloir travailler. Il y a eu le livre de Marine Duros qui s'appelle « L'immobilier hors sol » qui parle justement de cette question-là et qui montre qu'en Île-de-France, c'est environ 6 millions de mètres carrés de logements qui sont vides, vacants et qui pourraient être utilisés pour faire des logements à l'intérieur. Simplement, elle explique que c'est assez difficile. En réalité, ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas 6 millions de mètres carrés de logements vides. Notamment sous deux effets, c'est que les bureaux, généralement, sont construits le long des périphériques, en banlieue parisienne, notamment dans le nord de Paris, où il y a une surconcentration de ces logements vides, de ces bureaux vides, pardon.
Et donc ça pose la difficulté, c'est qu'un rapport au bruit, si jamais il y avait des habitations qui étaient construites, un rapport au bruit, un rapport à la pollution, qui est compliqué. Donc premier élément. Et puis deuxièmement, ils ont été pensés pour être des bureaux, en fait. Et donc convertir des bureaux en logement, c'est pas si simple. Il faut de la technicité, il faut de la... ça n'a pas été pensé pour une accessibilité PMR. Donc ça pose vraiment des questions en termes d'accessibilité, de construction et de rénovation ensuite de ces potentiels logements par rapport aux bureaux. Voilà. Ok. Depuis le début des relevés en 1986, le logement constitue le principal poste de dépense des ménages, dont la part ne cesse de croître. Selon vous, quelles sont les raisons de cette augmentation ? La part du revenu qui est consacré au logement, oui, ne cesse pas d'augmenter depuis les années 90. Notamment de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est lié à l'augmentation de la pauvreté. Presque 10 millions de personnes pauvres en 2023, plus 600 000 par rapport à 2022, selon l'INSEE. Et donc, en 2023, parmi les 10 millions de personnes, il n'y avait pas les sortants d'institution, ceux qui sont en institution, donc qui vivent en prison, les personnes qui vivent en outre-mer, et puis les personnes qui sont considérées comme sans domicile. On n'a pas leur revenu. Donc si on ajoute ces trois catégories aux 10 millions de personnes pauvres, on arrive à environ 12 millions de personnes. Donc à environ une personne sur 6, sur 7 qui vit en France. Donc ce qui est énorme. Et donc c'est ça qui notamment, et donc ça c'est lié à la question de l'augmentation du chômage également. Et puis c'est ça, réellement, c'est la baisse du pouvoir d'achat et du niveau de vie qui explique, alors que dans le même temps, le prix du logement ne cesse de s'accroître, avec une baisse de l'aide de l'État, une baisse des APL. Et donc ce qui fait que oui, il y a une part de plus en plus importante, le taux d'effort qui ne cesse d'augmenter aujourd'hui en France pour les ménages. Voilà. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tu parlais des 2,9 millions de personnes qui attendaient d'avoir un logement social. Je pense que ça explique aussi une part de cette augmentation. Forcément, si tu n'as pas accès à un logement social, tu vas essayer d'aller dans le parc privé et donc payer beaucoup plus cher. Je pense que c'est également dû au fait que tu as une classe moyenne qui de plus en plus s'appauvrit, mais s'appauvrit parce qu'elle n'a pas accès à la propriété comme les autres. Dans les années 80, dans les années 2000 même, nos parents ont pu accéder à la propriété parce que c'était pas cher, parce qu'on venait de construire, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ou alors avec des prix bien plus exorbitants. Et c'est entre autres dû à la sous-exploitation, à la sous-occupation de certains logements. Forcément, quand nos parents nous ont vus partir de nos maisons d'enfance, donc, ils et elles sont restés dedans, et donc se sont retrouvés dans des logements assez disproportionnés qu'ils ont achetés et qui ne vont pas être remis sur le marché. Donc de fait, on se retrouve avec beaucoup d'espace qui ne va pas être utilisé et qui va faire monter les prix petit à petit. Les investisseurs institutionnels tels que les compagnies d'assurance placent de moins en moins directement dans l'immobilier. Ils passent plutôt par des gestionnaires d'actifs immobiliers que sont les sociétés de gestion de fonds. La gestion patrimoniale traditionnelle laisse place à de nouvelles orientations axées sur la création de valeur, en tentant d'augmenter le rendement par des hausses de loyers et des plus-values à la rente. Quel lien établissez-vous entre la financiarisation du logement et la hausse des prix dans le secteur ? Comment y remédier ? Le bâti est considéré comme un actif financier, c'est-à-dire qu'on ne se demande pas qui va y habiter et dans quelles conditions, mais combien est-ce que je vais pouvoir gagner avec ces quatre murs. Et c'est un réel problème parce qu'en plus, ces temps-ci, on se rend compte que les actifs immobiliers sont beaucoup moins rentables que d'autres actifs. Donc quand tu investis dans de la pierre, tu te dis pour rentabiliser mon investissement, il va falloir que j'augmente les loyers. Donc ça va de une, augmenter les loyers, de deux, créer une compétition en plus entre les locataires et totalement surcharger le parc, qu'il soit social ou même du logement intermédiaire. Et ça crée de fait beaucoup plus de problèmes. Si on ajoute à ça en plus le fait qu'il y a de plus en plus de réglementations, qu'elles soient nationales ou européennes, parce que les deux sont très liées, pour libéraliser et déréguler la finance et les marchés de l'immobilier, ça donne forcément une image qui n'est pas très reluisante de la finance et de son lien avec le parc social actuellement, et le parc immobilier en général. C'est à peu près. Je suis assez d'accord avec ce que tu racontes. Il y a un chercheur qui s'appelle Mathieu Gima qui a pas mal travaillé sur ces questions de financiarisation du logement social, et lui notamment qui montre que un peu
l'exemple parfait de cette financiarisation, c'est le développement de ce qu'on appelle le logement social intermédiaire, qui n'est pas du logement social, qui est au-dessus des plafonds PLS. Et donc, par exemple, pour vous donner, en Île-de-France, une personne seule peut recevoir un logement intermédiaire si elle gagne jusqu'à 3 500 € par mois. Voilà. Donc, ce qui est énorme. Donc, ça ne s'adresse pas aux classes populaires qui en ont le plus besoin, qui composent à peu près aux 2/3 la demande de logement social. Et donc, on construit du logement intermédiaire, notamment parce que à court terme, voilà, à court terme, ça rapporte de l'argent aux bailleurs sociaux. Et donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que l'État enlève des financements pour construire du logement social. Ils construisent, du coup, les bailleurs sociaux peuvent aller vers les actifs financiers, peuvent vouloir construire du logement intermédiaire. Et dans le même temps, c'est la solution de l'État, c'est-à-dire que s'il y a eu la loi Kasbarian, une loi la loi DOLA 2 de mai 2024, qui avait été arrêtée par la dissolution du Parlement, et qui justement disait qu'il voulait faire entrer dans le décompte de la loi SRU, pour les communes qui possédaient plus de 15% de logements sociaux, déjà faire entrer dans le décompte la construction de logements intermédiaires. Sauf que ça pose un gros problème, c'est que on voulait construire du logement intermédiaire, mais il n'y a qu'environ 3 à 3% et demi des demandeurs qui sont éligibles à ce logement social-là, à ce logement intermédiaire, pardon. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt, on va dire, autre que répondre à la crise et à la baisse des financements des bailleurs sociaux par un actif financier qui rapporte à court terme, mais qui ne s'adresse pas vraiment aux demandeurs des logements sociaux qui en auraient vraiment besoin. Je pense que dans une logique assez générale, ça va avec la volonté de construire du logement et du logement intermédiaire en particulier grâce à la défiscalisation. Mais pas la défiscalisation pour les personnes qui vont louer ou acheter derrière, mais celles qui vont construire, on va leur dire, bah voilà, c'est tant que vous allez économiser sur l'impôt sur le revenu. Enfin, je pense au dispositif Pinel, bon, il a été depuis supprimé, mais il y en a plein d'autres qui l'ont remplacé et qui vont encore le remplacer. Et c'est absolument pas la bonne logique pour moi avec laquelle il faut prendre le logement, comme à quoi va servir ce logement et pourquoi est-ce qu'on doit le financer, mais au départ, aller dans l'incitation au marché et se dire que c'est plus simple de laisser faire le marché, quitte à lui donner un petit coup de pouce avec, plutôt que de se dire que ce dernier n'est pas la bonne manière de fonctionner, et donc mieux vaut en sortir pour quelque chose d'aussi important pour la population générale que le logement. Notre équipe a demandé à l'intelligence artificielle de générer une image d'une personne touchée par le mal logement. Voici le résultat. Quelles sont selon vous les répercussions des représentations historiques et encore actuelles des personnes touchées par le mal logement ? Et comment cela affecte-t-il leur marginalisation ? Le mal logement, ça touche 4,2 millions de personnes environ en France. Bon, parmi ces 4,2 millions de personnes mal logées, il y a la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on appelle les personnes sans domicile fixe. Il y en a 350 000 à peu près, soit environ 2 fois, voire 2 fois et demi, plus qu'il y a 12-13 ans. Bon, on est face à une augmentation du phénomène. Si on interroge les personnes, et dans la représentation générale, l'idée de la personne sans domicile, déjà, c'est une personne sans abri qui dort à la rue. Pas forcément. Dans ces 350 000, il y a les personnes qui dorment à la rue, environ entre 20 000 et 40 000 personnes chaque nuit. Et puis, il y a les autres, celles qui sont hébergées dans un hébergement d'urgence, dans un hôtel social ou dans un dispositif national d'accueil, environ 320 000, 330 000 personnes. Bon. Donc déjà, il y a au niveau des termes sur la représentation de ce qu'on a comme ce qu'est le mal logement. Et puis il y a la question physique. Quand on pense à la question du sans-abrisme et du sans-domicilisme, on pense à un homme plutôt vieux qui fait la manche dans la rue. Ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, il y a eu un rapport du Sénat en octobre 2024 qui montrait justement que un tiers des personnes sans domicile étaient des femmes. Voilà. Et on a les contours de la population sans domicile qui tend à se diversifier et qui n'est plus du tout lié à la question vraiment de l'âge, les vieux hommes. Il y a de plus en plus d'enfants. Par exemple, chaque nuit, lorsqu'on regarde les appels au 115 pour trouver une place d'hébergement, il y a eu 6 à 8 000 personnes donc, qui appellent le 115 et qui n'arrivent pas à trouver un hébergement d'urgence ou généraliste. Et parmi ces personnes-là, il y a 2 000 à 3 000 enfants de moins de 18 ans. Voilà. Et lorsqu'on regarde dans les chiffres, après, sur la question du sans-abrisme et du sans-domicile qui meurt à la rue, donc l'année dernière, en 2024, selon le collectif des morts de la rue, il y avait environ 900 personnes qui étaient mortes de la rue, spécifiquement 912, et il y avait entre 30 et 35 enfants de moins de 4 ans. Donc on voit bien que ce n'est pas un phénomène qui touche toutes les personnes de la même façon,
et que ce n'est pas forcément les personnes âgées, vieillissantes qui se retrouvent à la rue, mais dès l'entrée dans la vie, on peut se retrouver en difficulté à la rue. Voilà. Ouais. En termes de représentation, tu as pas mal parlé de la face, enfin, ce qu'on voyait du mal logement et ce qu'on ne voyait pas. Moi, j'ajouterais juste que dans la représentation symbolique qu'on s'en fait, c'est ils sont à la rue, c'est qu'ils l'ont bien voulu, ou alors c'est qu'une passe. Dans quelques mois, c'est bon, ils auront trouvé une solution. Dans cet esprit un peu volontariste, dans cet esprit de c'est le coup de pas de chance, mais grâce à la méritocratie, si ils et elles, comme tu le disais, veulent bien s'en sortir, ils y arriveront. Ce qui est un gros problème, puisque ça ne nous permet pas de considérer le problème dans son entièreté, d'où la marginalisation. Quand il y a un problème de logement, quand il y a des mal logés, c'est qu'il y a sûrement d'autres problèmes à côté. Ça peut être, en termes, enfin c'est quasiment sûr, c'est qu'il y a des problèmes économiques derrière, d'emploi aussi. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes sans abri ou même mal logées qui aillent au bureau comme ça en costard tous les jours. Et c'est aussi en termes de marginalisation la manière dont on va les prendre en charge. Ça veut dire que si on pense que c'est qu'un problème de logement, on va leur dire c'est pas grave, un petit peu d'hébergement d'urgence, puisque si ça passe bien, on les mettra dans un hébergement un peu plus serein, jusqu'au moment où ils et elles pourront s'insérer comme il le faut dans la société. Or, ça ne marche pas, et on le sait. Et alors, le gouvernement Macron a peut-être eu une bonne idée qu'il a forcément mal appliquée, parce que c'est le gouvernement Macron, enfin c'est les gouvernements successifs de Macron, mais logement d'abord, le fait de se dire qu'on va prendre une situation dans son entièreté, qu'on va prendre tous les cas spécifiques et tous les problèmes que pourraient avoir les personnes, que ce soit addiction, que ce soit aussi des problèmes psychiatriques, parce que parfois il y en a, et problèmes économiques, d'emploi, etc., etc. Ça va permettre de mieux déjà comprendre comment fonctionne la personne et donc de mieux l'aider, in fine. Oui, ouais, c'était en 2017, il avait promis ça, le logement d'abord, et sur le papier, c'était une bonne chose, c'était de permettre justement de ne pas être bloqué dans les escaliers, on va dire, de la rue, hébergement, puis rue, puis insertion sociale, etc., pour in fine espérer obtenir un logement. Et là, c'était de dire, on passe de la rue au logement directement. Voilà, c'est de la rue au logement, c'est ça le slogan. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi des personnes sont restées bloquées dans l'hébergement? Notamment sous l'effet des baisses de la régularisation, avec la loi Darmanin de 2022, et puis 2023, pardon, et puis la circulaire Retailleau de début janvier 2025, qui a fait que l'année dernière, en 2025 par exemple, il y avait moins de 40% de régularisation par rapport à 2024. Donc en fait, on est dans une situation où il y a plein de personnes qui restent bloquées dans l'hébergement. Et simplement, j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. La question du sans-domicilisme, c'est la partie émergée de l'iceberg. Sur le mal-logement, il y a d'autres choses. Par exemple, la question de l'hébergement chez les tiers, où nous, on a consacré donc, dans le rapport sur l'état du mal-logement, voilà, qui est sorti début février, il y a un chapitre principal qui est par rapport à cette question-là. Et justement, on montre que parmi les personnes qui sont hébergées, que ce soit chez leurs parents ou de manière contrainte, par exemple chez leurs parents, les jeunes tanguis, ce qu'on appelle les jeunes tanguis, il y a un tiers, voire 2 tiers des personnes qui ont plus de 25 ans qui travaillent et qui pourtant sont obligées de vivre chez leurs parents, ce qui est un signe de la crise du logement. Donc pour revenir à ce que tu disais, que oui, ils ne le méritent pas, ils ne l'ont pas bien cherché, c'est quand on est mal logé, c'est le symptôme de la crise du logement et ce n'est pas une volonté personnelle que l'on a. Voilà. Et sur l'hébergement chez un tiers contraint, alors c'est un problème que j'ai un peu découvert dans votre rapport et j'ai pas l'impression que pour l'instant les politiques s'en saisissent beaucoup. Est-ce que vous avez des recommandations, des choses à faire, des propositions à faire pour qu'on puisse les appliquer à un niveau, que ce soit au niveau de la commune, au niveau national? Mais déjà, c'est comprendre que l'hébergement chez les tiers, lorsqu'il est réalisé de manière contrainte, ce qui est majoritaire, plus de 600 000 personnes en France, c'est vraiment le symptôme de la crise du logement. C'est que les personnes souhaitent décohabiter, mais ne le peuvent pas, faute de ressources ou faute de logement autonome. Et c'est un réel problème. Voilà. Et donc, la solution, nous, qu'on dit, c'est déjà les politiques publiques, que ce n'est pas cool, c'est pas sympa d'être hébergé par un pote, etc. Il y a des contreparties. Les conditions de vie sont très difficiles, voire très problématiques dans certains cas. Et donc, il faut vraiment se saisir de cette question-là. Voilà. Okay. Face à l'augmentation du prix des loyers, 2 solutions. Premièrement, généraliser et faire respecter l'encadrement des loyers afin de limiter les hausses abusives et rendre le logement accessible dans les zones tendues. Deuxième proposition, supprimer les mesures d'encadrement des prix du logement, ce qui dissuaderait les propriétaires de mettre leurs biens en location
réduirait l'offre disponible et aggraverait la pénurie de logements. Alors ça va te surprendre, mais je vais plutôt être du côté de l'encadrement des loyers. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que c'est une mesure qui a commencé à faire ses preuves en région parisienne, parce que je suis en région parisienne, mais à d'autres endroits, je pense à Lille ou à d'autres grandes métropoles. Je crois que c'est grâce à ce dispositif plus de 150 € par mois que les Parisiens et Parisiennes et même les Franciliens et Franciliennes ont pu économiser grâce à cet encadrement, même si je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que là, l'encadrement, il faudrait l'indexer sur l'augmentation des salaires et pas actuellement sur l'augmentation. C'est de l'inflation ou c'est du prix moyen? C'est sur du prix médian. C'est sur le prix médian, en plus le prix médian. Mmh, Donc l'indexer sur l'augmentation des salaires, ce serait plus intéressant et également permettre une meilleure prise en compte, enfin permettre de meilleurs recours si cette indexation n'est pas suivie. Pour l'instant, c'est le locataire qui doit aller devant le tribunal si ça ne marche pas à l'amiable pour essayer de faire entendre sa voix. Quand on est locataire, déjà, en termes de rapport de force avec son propriétaire, bon, c'est pas au beau fixe, on n'est pas dans la bonne position. Et en plus de ça, si on occupe un logement environ 2-3 ans parce que par exemple on est jeune, est-ce qu'on a vraiment envie de se taper une longue procédure très coûteuse et ma foi qui demandera pas mal de moyens en général? Oui, complètement. Nous, à la Fondation pour le logement, on est vraiment en faveur de l'encadrement des loyers. Depuis 2018, environ 69-70 communes qui l'ont mis en place et agglomérations qui l'ont mis en place sur leur territoire. Sauf que là, il y a un combat qu'on est en train de mener, notamment, c'est parce que c'est une expérimentation depuis 6, 7, 8 ans qui est menée et qui prend fin en novembre 2026. Et donc là, on est en train d'essayer de se battre pour essayer de gagner la pérennisation du dispositif. Et donc c'est un long processus parlementaire. Pour te dire rapidement, il y a il y a une loi Echaniz, qui est un député socialiste du Pays Basque, qui veut pérenniser cet encadrement des loyers, qui a réussi à passer à l'Assemblée nationale en première lecture au mois de décembre 2025. Et l'objectif, c'est qu'elle passe au Sénat, et pour ensuite qu'elle soit promulguée dans les temps. Mais c'est compliqué parce que le gouvernement est plutôt contre, et parce que le Sénat étant majoritairement de droite, ça va être compliqué de gagner cette bataille-là. Voilà. Mais on se base notamment sur le travail que tu as cité tout à l'heure, le travail de l'APUR, donc de l'APUR en Ile-de-France, qui justement explique que pour les locataires qui ont eu recours à l'encadrement des loyers, c'est une économie environ de 140 à 150 € par mois. Et la question, et notamment l'argument du gouvernement, c'est de dire oui, mais si on pérennise l'encadrement des loyers, ça va faire baisser l'offre disponible des logements. Les propriétaires vont préférer sortir les logements du marché locatif plutôt que de devoir restreindre le montant qu'ils peuvent avoir. Chose que montre l'APUR et qui est complètement faux, qui est de dire non, il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas d'effet causal. C'est-à-dire que oui, il y a une diminution de l'offre locative à Paris depuis quelques années, mais dans les villes où il n'y a pas eu d'encadrement des loyers, il y a également une offre qui est en train d'être réduite. Donc en fait, il n'y a pas d'effet direct entre l'encadrement des loyers et une baisse de l'offre. Et un rapport de l'Assemblée nationale, qui était le rapport Echaniz-Le Meur, montrait également ça, que le dispositif n'avait pas d'effet direct sur la réduction du loyer dans le parc, sur la réduction des logements dans le parc privé. Voilà, donc on est absolument pour le dispositif. Forcément, hein, si tu enlèves un logement de la location, qu'est-ce que tu vas en faire? Soit tu le revends, soit tu le gardes comme ça, tu n'as aucun intérêt à le garder comme ça, donc tu vas le revendre à quelqu'un qui va le relouer, comme tu ne peux pas le délocaliser. Bon, et le loyer sera quand même encadré. Voilà. Il y a une très bonne note de blog de Pierre Madec, qui est économiste à l'OFCE Sciences Po, Paris, qui a justement montré qu'il n'y avait pas d'effet et que je t'invite à lire. Avec grand plaisir. Pour permettre la rénovation énergétique des logements, il faut, première proposition, lancer un plan national de rénovation thermique obligatoire des passoires énergétiques via des dispositifs de financement public, MaPrimeRénov', ou deuxième proposition, inciter progressivement les propriétaires à rénover en proposant des réductions fiscales. La première, avec MaPrimeRénov', c'est ce qui a été fait. Donc agir sur la rénovation des logements. Simplement, MaPrimeRénov', il y a un gros problème, c'est que on était à 5 milliards de budget il y a 3 ans. On est passé à 3,6 milliards en 2024, puis 2,6 milliards en 2025, et là, on est à 1,6 milliard. Donc en fait, l'enveloppe se réduit, et alors qu'on promettait environ, là, en 2025, 200 000 rénovations énergétiques d'ampleur, il y en a eu, aux 3 premiers trimestres 2025, environ 70 000, 80 000. Donc on est bien en deçà des attendus.
Ensuite, sur les gestes sur les aides sur la question de la précarité énergétique, il y a ce qu'on appelle le chèque énergie. Là également, l'enveloppe est passée de 900 millions à 600 millions entre 2025 et 2026. Et donc, les ménages ne sont pas accompagnés pour lutter face à l'augmentation des prix de l'énergie. Et dans le même temps, lorsqu'elles veulent faire de la rénovation énergétique d'ampleur, elles ne le peuvent pas parce que c'est difficile. Voilà, difficile le processus et parce que l'État peut bloquer, parce qu'ils mettent une enveloppe qui est moindre qu'auparavant. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord sur MaPrimeRénov', même si je pense que le dispositif mérite d'être amélioré et d'avoir plus de financement. Concernant les réductions fiscales, non. Par contre, à mon avis, on peut quand même inciter les propriétaires à rénover plus rapidement. Par exemple, alors on parle beaucoup d'ISF climatique chez les écolos sans forcément savoir, sans que forcément les gens sachent qu'est-ce qu'il y a derrière. Je pense qu'une idée qui pourrait être avancée et assez consensuelle, c'est de dire que cette ISF, donc impôt sur la fortune, quand elle est immobilière, cette fortune, il peut être pondéré à ton DPE. Donc si c'est une passoire énergétique, eh bien, tu vas payer beaucoup plus ton ISF. Et donc ça va t'inciter à très rapidement rénover ce logement. Et donc en particulier si c'est dans des zones tendues, puisque ton logement coûte plus cher et donc tu payes encore plus d'ISF. Et si par contre il a plutôt une bonne note en DPE, donc s'il est plutôt bien isolé, si il ne pollue pas trop, à ce moment-là, l'ISF serait entre guillemets normal. Pour financer leurs projets, les bailleurs sociaux ont recours massivement au crédit. 77% du financement de la construction est assuré par de l'emprunt. Pour augmenter la construction de logements sociaux, il faut créer un pôle public bancaire fort pour permettre aux bailleurs de se financer à moindre coût, donner plus de liberté aux bailleurs sociaux pour pouvoir emprunter sur des marchés de capitaux à des taux plus intéressants. Alors je pense qu'on a vu que la financiarisation ne marchait pas, donc il faut créer un pôle bancaire public important. On a déjà commencé à faire quelque chose d'assez intéressant avec les caisses des dépôts et de consignation, avec la Banque publique d'investissement, même si ça ne la concerne pas trop, mais il faut aller plus loin. Il faut, comme on le disait avant sur le livret A, permettre une plus grosse redirection de l'épargne vers la construction de logements sociaux et donner plus de pouvoir et d'indépendance à ces banques, à cette caisse de dépôt et des consignations pour investir dans le logement social, en tout cas prêter de l'argent aux bailleurs sociaux. Pour l'instant, ce pôle bancaire, on peut potentiellement le faire au niveau français. Après, qui sait, un jour, quand l'Europe sera démocratique et plus fédérale, pourquoi pas le faire au niveau européen ? Ok, bon, je ne sais pas si l'Europe sera plus démocratique et plus fédérale. Simplement, moi, ce que je peux dire, c'est que la financiarisation du logement social, on est contre. Voilà. Et donc, la contrepartie à ça, c'est le logement public et créer un pôle bancaire. Après, on n'a pas forcément d'idée directement comme ça, mais on est capable de dire si oui, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Voilà. La France est le premier marché du géant de la location Airbnb, avec plus d'1 million d'annonces estimées en août 2025. Face à la présence accrue des logements touristiques, notamment en zone tendue, il faut 1. Privilégier des mécanismes d'incitation plutôt que de restriction en misant sur l'augmentation globale de l'offre de logements plutôt que sur des quotas. Ou 2. Réaliser une révision du PLU, donc plan local d'urbanisme, et prévoir un quota d'autorisation de meublés de tourisme. Oui, la seconde. La régularisation par le PLU, c'est notamment ce que voulait la loi Janice Le Meur, toujours de 2024, qui justement permettait ça. Et également donner au maire la possibilité de limiter sur là où il y avait beaucoup de logements, de résidences secondaires et de logements Airbnb, de limiter la construction tout simplement. Et troisième étape de cette loi, c'était de dire justement au maire de limiter à l'allocation d'Airbnb sur le territoire lorsqu'il y en avait beaucoup, à 90 jours au lieu de 120 auparavant. Voilà. Je pense que même cette loi, on peut aller encore plus loin, mais c'est déjà un premier pas et ça donne quelques clés, quelques cartes en main pour que les communes se saisissent de ces enjeux qui, ma foi, leur causent également pas mal de soucis puisque ça fait de l'activité en moins, des résidents en moins et ça dévitalise la commune.